évident qu'un jour on avait fait l'islam en France, on avait fait les juifs musulmans, on allait faire les juifs de France. Mais pour le coup, l'histoire des juifs de France, ça a déjà été fait. Alors, il y avait un premier aspect de la nouveauté qui était de se dire, bon, ça n'a peut-être pas été fait comme ça devrait être fait, parce que quand vous regardez les histoires des juifs de France classiquement, en gros, on vous torche le Moyen-Âge en 50 pages, c'est encore je suis gentil, et après il y a un trou, et on recommence à l'émancipation de juifs dont on ne sait pas d'où ils sortent, pour passer en gros à l'affaire Dreyfus, l'antisémitisme, la Shoah, et ça s'arrête à la Shoah. Exactement. Donc déjà, nous on voulait boucher ces trous-là, on voulait montrer que malgré les ruptures, il y avait quand même une continuité de la présence juive en France et de cette histoire des juifs en France, mais surtout on voulait montrer, ça c'était l'essentiel, que c'était pas que cette histoire des juifs en France, c'était pas une histoire à part de l'histoire de France, que c'est une composante intégrante de l'histoire de France dans son ensemble, qu'il faut sans doute écrire autrement que le récit national classique. Et en fait, nous en tant que juifs, on est déjà habitués à ça, parce que forcément, comme quand dans les écoles censément laïques, on vous parle de Saint-Louis rendant sa justice sous le chêne, nous, on sait que Saint-Louis, c'est une histoire un peu plus compliquée que ça, que Saint-Louis, il n'a pas été forcément le roi le plus philosémite de l'histoire. Mais au-delà de ces mémoires concurrentes, on va dire, ce qui était intéressant, c'est de montrer, pour reprendre l'exemple de Saint-Louis, que la politique juive de Saint-Louis, non seulement il faut en parler alors qu'elle est souvent occultée quand on fait l'histoire nationale, mais il faut en parler pas parce que ça intéresse les juifs, parce que la politique juive de Saint-Louis, elle est constitutive de la conception du pouvoir royal à cette époque-là. Donc de la construction du pouvoir royal, donc de la France. Et ça, c'était notre fil conducteur, de se dire en quoi est-ce que prendre l'histoire de France sous cet angle particulier du rapport aux juifs, aux faits juifs, à la culture juive, etc., ça permet de comprendre autrement l'histoire de France. Et conversement, comment ça permet de montrer que les juifs, c'est pas une histoire à part, qu'ils font partie de cette histoire-là, et qu'il faut partie de cette histoire non seulement comme objet de politique, certes, mais c'est aussi des acteurs de cette histoire-là. Je donne un autre exemple en partant à l'autre bout de la chronologie. Je parais peut-être provocant en disant ça, mais moi, mon idée, c'est il faut parler de la Shoah le moins possible. Parce que c'est très facile de se faire absorber par ça, parce que c'est un tellement gros sujet, etc. Et on ne voulait pas que la moitié de l'histoire des Juifs de France, ce soit la Shoah, parce que la Shoah, c'est en France, c'est du statut des Juifs en 40, 41 jusqu'en 44, donc c'est 4-5 ans, même pas. Et il se passe plein d'autres choses. Bon, on n'a pas réussi, ça reste quand même le plus gros chapitre. Le chapitre sur le Vichy, l'occupation, etc., c'est 91 pages sur les 1088. Mais même là-dedans, on ne voulait pas juste faire une histoire de Vichy et une histoire de la résistance, une histoire de la guerre, parce que ça ne concerne pas forcément l'histoire juive. Mais par exemple, quand on fait la résistance, nous, on a beaucoup insisté sur le rôle actif des Juifs dans la résistance. C'est-à-dire, on vous parle toujours, pour ce qui est du sauvetage des Juifs pendant la guerre, du rôle de ces braves Français qui ont caché des Juifs dans leur grange, etc. C'est vrai qu'il y a eu, et on en parle. Mais d'une part, cette notion-là qu'on va appeler les justes de France, dans l'après-guerre, c'est une notion qui se construit. C'est pas le jour de la libération que tout d'un coup, hop, il y a 5000 justes qui sortent et qui sont reconnus. La reconnaissance de ce statut-là est particulier. Et surtout, il faut bien prendre conscience que qui fait en sorte que ces enfants sont cachés là-bas? C'est pas le petit paysan du Vercors qui va chercher un juif rue des Rosiers et qui va le cacher dans sa ferme. Il y a des réseaux. Et il y a des réseaux de sauvetage des enfants. Et qui est-ce qui les organise? C'est les organisations juives. C'est l'OSE, c'est les EI, c'est les consistoires qui, dès avant la défaite, organisent des réseaux pour pouvoir mettre les enfants à l'abri le plus loin possible de la ligne de front, donc dans la zone sud. Donc voilà, ça c'est un peu tout ça qu'on voulait faire, et on a sollicité Sylviane Goldberg, qui est donc
qui est directrice d'études à l'EHESS, la directrice du Centre d'études juives. C'est la grande dame des études juives en France aujourd'hui. On l'a prise pour deux raisons. D'une part, parce que c'est une grande savante qui a réfléchi à qu'est-ce que ça veut dire écrire l'histoire, et écrire l'histoire juive. Et quand elle a commencé à sa carrière universitaire en France, la notion même d'études juives, ça n'existait pas en France, d'accord ? Il fallait se battre pour dire, bah oui, faire des études sur l'histoire des Juifs en France ou ailleurs, c'est pas un sujet de ghetto, c'est un sujet d'histoire comme n'importe quel sujet. Et d'autre part, parce que c'est quelqu'un qui a enseigné à Jérusalem, aux États-Unis, donc elle connaît tout le monde, et donc elle pouvait nous avoir les meilleurs spécialistes. Alors après, c'était un casse-tête, parce que forcément, elle n'allait pas aller prendre 10 auteurs et en distribuant tous les sujets à 10 auteurs. Elle allait prendre 156 auteurs, parce que sur chaque micro-sujet, elle allait prendre le spécialiste, donc derrière, il a fallu faire un travail de fou pour coordonner tout ça, monter les chapitres, mais c'était une grande aventure. Oui, je reviens sur les 150 contributeurs. Comment ont-ils été sélectionnés? Et est-ce que c'est vous qui, avec Sylviane Goldberg et Jean Moutapa, qui avez décidé, arrêter la liste en quelque sorte de ces contributeurs selon leur spécialité, leur domaine de prédilection également? Alors, c'est elle qui les a choisis. Nous, on est allé la voir avec ce projet-là, Histoire juive de la France. On avait une première ébauche de table des matières. Elle a d'abord sélectionné un comité d'une vingtaine de personnes. Donc chacun spécialiste, voilà. Parce que ce qu'il faut bien voir, c'est que c'est une histoire, mais c'est une histoire à plusieurs facettes. Il y a une histoire politique, économique, sociale, culturelle, religieuse, artistique, interculturelle, etc., etc. Donc il fallait pour chaque grande période avoir voilà, le spécialiste des arts au XIXe siècle, le spécialiste de la politique au XXe siècle, le spécialiste de la sociologie au XXe siècle, etc. Donc ça, c'était déjà une vingtaine de personnes. Et ensuite, ils sont allés chercher les spécialistes sur chaque micro-sujet. Donc ça, ils ont travaillé dessus. Et ça, c'était... Nous, on a signé le contrat avec Sylviane Goldberg en 2019. Et donc 2019-2020, ça a été la phase de sélection des auteurs et de commande des articles. Et moi, je suis à l'autre bout de la chaîne. Moi, j'ai commencé à recevoir les articles, mais donc par petits bouts, hein, d'accord ? C'était un article d'une page par-ci, un article de 4 pages par-là. Vers septembre 2021. Et là, le gros travail a commencé, parce que vous recevez des choses, vous avez une idée de ce que c'est censé être. Parfois, ça ne correspond pas tout à fait. Et puis, surtout, vous vous rendez compte, quand vous montez ça dans des chapitres, que, tiens, en fait, on avait commandé 2 sujets, on pensait que c'était 2 choses différentes. En fait, c'est le même sujet. Ou à l'inverse, il y avait 2 choses, on pensait que c'était complémentaire, et en réalité, ils parlent chacun de 2 sujets très différents, mais l'essentiel, aucun des 2 ne l'a dit. Donc il y a eu tout un travail comme ça, d'échange avec les auteurs pour qu'ils acceptent de revoir leur texte, qu'on coupe ici, qu'ils rajoutent un paragraphe là, etc., etc. Et puis on s'est rendu compte parfois qu'il y avait carrément des trous, il y avait des choses qu'on avait oubliées, parce que c'est tellement immense. Et donc, il a fallu, au dernier moment, donc on a rajouté plein de pages. Ça, c'était le grand stress de Jean Moutapa. Donc, Jean Moutapa, c'est le chef du département, c'est lui qui coordonnait tout ça. Et c'est lui qui avait l'œil sur la fin, attention, il ne faut pas que le livre il fasse trop de pages, parce qu'il faut qu'on reste dans le budget. C'est l'idée. Même si lui-même rajoutait des illustrations tout le temps. Et donc, à chaque fois, il disait, non, mais alors, à la fois, lui rajoutait des articles en disant, il faut qu'on commande un truc sur... la figure du juif dans la littérature romantique, okay, chez Nerval, Hugo, Baudelaire, etc. Oui, mais c'est important parce que c'est la grande culture française, d'accord ? Et or, les personnages juifs chez Balzac, etc., c'est très important. Donc d'un côté, il faut commander ça, et de l'autre côté, c'était « Ah non, mais on va dépasser, on va avoir des chapitres. » Alors je lui disais « Non, vous inquiétez pas. » Chaque semaine, je recalculais, je lui disais « Non, c'est bon, on est encore dans les calibrages. » C'est un travail de plusieurs années, évidemment, on s'en doute quand on voit le résultat. Et en même temps, la difficulté, je pense, pour tous les contributeurs, c'était aussi de rester lisible et accessible au plus grand nombre. Et c'est aussi ce qui me semble être un pari réussi, c'est que vraiment, c'est un livre accessible à tous. Et alors évidemment, ce n'est pas un roman, on ne va pas le lire comme un roman, mais on peut piocher
dans les périodes, dans les chapitres. Alors, je voulais qu'on s'arrête un instant sur les 4 grandes parties thématiques, parce que c'est important de présenter aussi la forme. Donc, il y a la longue naissance de la France, première partie, deuxième partie de l'Ancien Régime à la Révolution, troisième partie, le principe républicain à l'épreuve, et quatrième partie, une société à réinventer. Donc vous l'avez évoqué après 45 et la Shoah, et puis l'arrivée des Juifs d'Afrique du Nord. C'est aussi l'histoire contemporaine, donc c'était important. Et je voudrais qu'on revienne sur le titre, Julien Darmon, parce que vous avez fait la différence entre l'histoire des Juifs de France et l'histoire juive de la France. Et j'ai pensé, en préparant cet entretien, j'ai pensé à la fameuse phrase de Manuel Valls, qui avait dit la France ne serait pas ce qu'elle est sans les Juifs. Et moi, je me suis demandé, est-ce que le judaïsme en général, est-ce qu'il serait ce qu'il est sans les Juifs de France, sans l'apport du judaïsme français? Certainement pas, certainement pas. Parce que si on reprend comme ça justement sur les 4 grandes périodes, d'accord. D'abord sur le Moyen-Âge. Il est évident que l'auteur post-talmudique le plus important de toute la tradition juive, je pense qu'il y a un match en finale et ça se joue au tir au but entre Rachi et Maïmonide. Okay. Or, Rachi, il est français, il parle français, et donc il a son importance pour l'histoire de la langue française parce que c'est la plus ancienne source vraiment riche, au-delà de 2-3 trucs pour tout l'ancien français. Mais c'est quelque chose, c'est un auteur qui est absolument fondamental pour le judaïsme mondial. Et ça se passe très vite, parce que dès les décennies qui suivent son décès, son commentaire sur la Bible et le Talmud est diffusé partout dans le monde juif, de l'Andalousie jusqu'au Yémen. D'accord ? Donc c'est vraiment... Or, Rachi, c'est aussi une histoire française, de par sa géographie déjà. C'est-à-dire de fait que ce territoire de France, il est au confluent de l'ère espagnole, donc qui a cet héritage islamique, puis ensuite cet héritage chrétien de la Reconquista, etc. Et de l'autre côté, de l'ère allemande, avec donc toute cette ère ashkénaze qui a une culture complètement différente. Et ces cultures séfarades et ashkénazes, elles se rencontrent en France. Et la culture tsarfate, elle est ni ashkénaze ni séfarade. C'est encore autre chose, mais en même temps, les maîtres séfarades vont venir se former dans les académies d'Évreux ou de Sens aux méthodes des tosafistes et aux méthodes des maîtres d'outre-Rhin. Donc cette centralité de la France, c'est un motif d'explication de ce creuset culturel qui est le commentaire de Rachi. Si on fait un saut après, c'est sûr que la Révolution française et l'émancipation des Juifs en France, mais qui va ensuite faire tache d'huile dans le monde entier, c'est absolument fondamental pour l'histoire des Juifs dans leur ensemble. On ne s'en rend pas compte parce qu'on est les héritiers de ça, donc ça nous paraît naturel. Mais cette idée de l'émancipation des Juifs, qui en plus est une émancipation de principe. C'est pas comme dans d'autres pays où on se dit, bon, on va d'abord faire en sorte que les Juifs soient un peu plus intégrés ou un peu plus assimilés, et une fois qu'ils seront suffisamment allemands ou italiens ou je sais pas quoi, on les émancipera. La France, la constituante, c'est la seule à dire, bah non, justement, ça doit marcher dans l'autre sens. Si les Juifs ne sont arriérés, ou dégénérés, ou je sais pas quoi, il y a un discours incroyable de Robespierre là-dessus, c'est à cause de l'oppression chrétienne. Donc supprimons l'oppression, donnons-leur l'égalité des rois, et ils deviendront des citoyens comme les autres. Ça, c'est une idée qui est quand même fondamentale pour l'histoire des Juifs mondiale, et d'ailleurs pour l'histoire mondiale tout court. C'est un principe. Si on part encore après, l'affaire Dreyfus, c'est aussi un événement qui n'est pas que français. C'est un événement qui a un retentissement mondial. Parce que le monde entier a les yeux rivés sur la France, parce que la France, c'est la patrie des droits de l'homme, c'est le progrès, c'est l'égalité, c'est la justice et tout. Donc quand il y a ce procès-là, à la fois le monde est éberlué par la résurgence d'un antisémitisme dans un pays où on pensait que ça ne pouvait pas exister, mais en même temps, le fait que la France se déchire pour Dreyfus
et finalement finit par reconnaître qu'elle s'est trompée, que c'est l'armée qui a tort et que c'est le petit juif qui était innocent, c'est un choc pour les consciences juives du monde entier. Ça va être un des facteurs de l'immigration massive des juifs d'Europe orientale à partir des dernières années du 19e siècle et tout le début du 20e siècle, parce que comme le dit le grand-père de Lévinas, un pays qui s'entre-déchire pour l'honneur d'un petit caporal juif, c'est un pays où il faut aller immédiatement. Parce que dans les autres pays, il n'y a pas d'affaire Dreyfus, tout simplement parce qu'il est impensable qu'un juif soit gradé dans l'armée, tout simplement. Et on peut rappeler aussi que c'est l'affaire Dreyfus qui a inspiré Théodore Herzl. Exactement, ça aussi on en parle. L'origine du sionisme, c'est quand même quelque chose d'important. Hein. Et les Français, les intellectuels juifs français comme André Spire par exemple, sont aussi les pionniers du sionisme. Et ensuite, la Shoah, l'occupation, la collaboration, c'est quelque chose qui intéresse, qui est quelque chose de très spécifiquement français, mais qui a des retentissements pour l'histoire juive dans son ensemble. Et ensuite, qu'est-ce qui va se passer en France, dans la construction de la Shoah comme mémoire nationale? C'est aussi quelque chose qui a son influence dans le monde entier. C'est tout ça qu'on a essayé de montrer. Vaste projet. Alors dans les manuels d'histoire et dans les encyclopédies, dans les ouvrages qui ont été consacrés à l'histoire des Juifs de France, les Juifs sont souvent, ou toujours, représentés comme les victimes d'un antisémitisme féroce. Vous venez d'évoquer l'affaire Dreyfus, évidemment, comment ne pas évoquer la Shoah également. Avec cette encyclopédie, au-delà de l'enjeu pédagogique, c'est aussi la mémoire nationale que vous avez souhaité rappeler ou peut-être évoquer à tous ceux qui ignorent toute cette histoire-là. Alors, c'était pour montrer effectivement, d'une part, cette histoire longue des persécutions, etc., mais surtout pour la mettre en contexte. C'est-à-dire que le gros problème qu'on a aujourd'hui, dans les écoles publiques notamment, c'est que quand on parle des Juifs et de l'histoire des Juifs aux petits Français, on leur en parle sous deux aspects. On leur parle de la Shoah et des persécutions, d'accord, et de l'autre côté d'Israël. Donc il y a une dissonance cognitive, d'un côté les Juifs éternels victimes, et de l'autre côté Tsahal, les machins, et Gaza, et tout ce qu'on connaît. Bref. Et en fait, on voulait montrer que c'était beaucoup plus complexe que ça. C'est vrai que de tout temps, enfin pas de tout temps, mais en tout cas, à de nombreuses périodes, il y a des mesures discriminatoires anti-juives, mais il faut savoir lire derrière ça. Je donne un exemple tout bête sur le Moyen-Âge, okay, et qui, au-delà de l'histoire des Juifs, montre comment est-ce que les historiens font de l'histoire à partir des archives qu'ils ont. C'est-à-dire, si vous prenez les sources de l'histoire au Moyen-Âge, les sources principales, ça va être ce qu'on trouve aujourd'hui aux archives nationales, c'est-à-dire les décrets royaux, les décisions des conciles de l'Église, etc. Et là-dedans, vous allez trouver beaucoup de législations sur les Juifs qui sont généralement des législations anti-juives. Si vous restez à ce niveau-là, vous vous dites forcément, voilà, les Juifs, qu'est-ce qu'ils se sont pris dans la tête à toutes les époques? Mais si vous les analysez d'un œil critique, et que vous vous dites, attendez, il y a effectivement beaucoup de décrets, des conciles, qui interdisent aux chrétiens de manger, de partager la table des Juifs, d'avoir des nourrices juives, qui interdisent aux bouchers chrétiens de travailler avec les bouchers juifs. Mais que ces décisions-là, elles sont répétées tous les 50 ans. Si on a besoin de les répéter tous les 50 ans, c'est bien que les gens ne les respectent pas. Et qu'en fait, en creux, vous vous rendez compte que la situation est beaucoup plus complexe. Que malgré les décisions des conciles, les chrétiens continuent de manger avec les juifs, que les juifs continuent d'employer des nourrices chrétiennes, que les bouchers chrétiens continuent de travailler avec des bouchers juifs, parce qu'en réalité, comme à toutes les époques, vous avez des pouvoirs politiques qui prennent des décisions idéologiques, et puis vous avez des gens qui vivent leur vie au quotidien, et il y a des gens qui peuvent avoir des opinions avec des préjugés très forts sur les juifs, mais ça ne les empêche pas forcément de vivre avec les juifs. Et vous pouvez avoir des bouchers chrétiens qui travaillent avec des bouchers juifs au XIIIe siècle comme aujourd'hui, parce que tout simplement, avant d'être juifs ou chrétiens, c'est des gens qui ont un métier, ils sont bouchers, ils font leur métier, et c'est beaucoup plus simple de travailler et faire des économies d'échelle entre le boucher chrétien et le boucher juif, que de commencer à vouloir respecter les décisions de l'Église qui nous cassent les pieds.
De la même manière, les nourrices, il faut s'imaginer qu'au Moyen-Âge, et jusqu'à il y a très récemment, il n'y a pas de lait en poudre. Donc quand vous avez un bébé et que vous ne pouvez pas l'allaiter pour une raison X ou Y, et toutes les mamans qui sont dans la salle savent bien que l'allaitement, ça ne marche pas toujours, et à cette époque-là, vous avez besoin d'avoir une nourrice. Et quand vous êtes 200 juifs dans une ville, alors qu'il y a 10 000 chrétiens, vous, en général, vous prenez une nourrice chrétienne, parce que c'est ça qu'il y a. Or, la nourrice, en général, elle vit à domicile. Parce qu'il faut qu'elle soit là, vous savez comment ça, bébé, ça demande le sein toutes les 2 heures, donc la nourrice, elle ne va pas faire aller-retour entre chez elle et la famille chez qui elle travaille toutes les 2 heures. Donc elle vit à domicile. Donc vous avez des chrétiens qui vivent chez les juifs. Et donc qui finalement se rendent compte que les juifs, c'est pas forcément ce que l'Église leur enseigne. Donc c'est ça qu'on a essayé de montrer, c'est que derrière cette histoire des persécutions de l'antisémitisme, il y a aussi une histoire d'un certain vivre ensemble qui n'exclut pas les préjugés, mais qui existe. Je parle de l'autre côté. Au moment de l'affaire Dreyfus, oui, la France est prise d'une passion antisémite. Au sens où vous allez sur catalogue.bnf.fr, tapez le mot juif dans le catalogue général de la Bibliothèque nationale de France, vous allez avoir des centaines et des milliers de titres sur les juifs publiés comme ça au 19e, fin du 19e, début du 20e. Donc vous voyez ça, vous dites, waouh, la France est un pays hyper antisémite, parce qu'on publie que des trucs sur le complot juif et tout. Mais en réalité, quand vous comparez à la même époque, oui, il y a beaucoup de livres contre les juifs qui se publient, mais il n'y a pas de pogrom en France. Il n'y a pas de crimes antisémites. Il y a, à part à Alger, qui est un contexte colonial un peu particulier, il n'y a pas de parti antisémite qui gagne des élections. C'est complètement marginal. Donc, au-delà du spectre de l'antisémitisme, ce qu'on essaie de montrer, c'est que voilà, il y a un antisémitisme de plume qui ne se traduit pas forcément par un antisémitisme au quotidien ou en politique. Et c'est pour ça que ce qui va se passer, et d'ailleurs ça va complètement disparaître avec la Première Guerre mondiale. Dans les années 20, il n'y a pas d'antisémitisme, je veux dire, ça a été un truc qui est oublié. Ça ressurgit dans les années 30, et surtout dans la deuxième moitié des années 30, avec l'influence des fascismes voisins. Mais le fait que les partis antisémites vont prendre le pouvoir avec la défaite, c'est assez surprenant pour les observateurs français, parce que pour les Français, c'était un truc qui avait été un peu oublié, quoi. Alors avec cette histoire juive de la France, vous mettez à mal le stéréotype du juif éternel étranger, puisque vous montrez la présence juive sur le sol français depuis les Gaules romaines jusqu'à l'Empire colonial. Pour reprendre l'argument du communiqué de presse, c'était essentiellement votre objectif à tous les contributeurs, j'imagine. Oui, c'était de montrer d'abord que cette histoire-là, elle commence avant la France, parce que la France, c'est quelque chose qui se construit très lentement, et que pour le coup, le fait que les Francs vont passer d'une conception de la propriété privée d'un certain royaume à une intégration des différentes populations dans une identité commune qui va être très largement chrétienne. En fait, elle se construit aussi en miroir avec cette présence juive qui est antérieure. Or, les juifs qui sont dans les Gaules romaines ont le statut de citoyen romain, puisque la citoyenneté romaine a été étendue à tous les habitants de l'Empire romain par l'édit de Caracalla au début du IIIe siècle. Donc les Juifs, avant d'être petit à petit marginalisés par l'émergence d'une identité chrétienne, c'est avant tout des citoyens romains. Et après ça, quand on va parler des expulsions des Juifs d'abord du domaine royal puis du royaume de France, c'est à géométrie variable parce que entre Philippe Auguste en 1080 et l'expulsion finale en 1394, le royaume de France, il n'a pas du tout la même taille, ça ne recouvre pas du tout les mêmes régions, donc c'est aussi une histoire de cette construction-là. Et puisqu'on est dans la région lyonnaise, pour le coup, Lyon, c'est un peu la limite, parce qu'il y a beaucoup d'époques où ça ne fait pas forcément partie du royaume de France.
parce que ça fait partie du duché de Bourgogne, et avant, ça joue un rôle effectivement à l'époque romaine, puis ça joue un rôle à l'époque carolingienne. On a l'une des plus anciennes traces qu'on a, c'est des chartes de Louis le Pieux, c'est-à-dire le fils de Charlemagne, qui donne qui donne à des juifs qui habitent à Lyon des papiers officiels qui leur garantissent le droit de commercer et de vivre leur vie sans avoir à subir la politique anti-juive de l'évêque de Lyon qui s'appelle Agobard. Et donc on a tout un échange de lettres entre Louis le Pieux qui donne des sauf-conduits aux Juifs et l'évêque d'Agobard qui dit « mais je ne peux pas croire qu'un empereur si pieux puisse donner autant de droits aux Juifs alors que, parce qu'il faut comprendre ce que c'est, au IXe siècle, oui, ok, c'est un empire chrétien, mais en fait, pour la quasi-totalité de la population, les prétendus chrétiens ne savent pas ce que ça veut dire être chrétien, d'accord ? Les prêtres eux-mêmes ne savent pas lire. Il y a la connaissance de la Bible et du dogme chrétien est moins que minimale. Donc les Juifs sont un vrai danger pour l'identité chrétienne, parce que les chrétiens, pour savoir c'est quoi la Bible, ils vont aller demander aux Juifs. Donc tout ça, c'est un problème. Et après ça, le Dauphiné va être une région très importante au moment de l'expulsion des Juifs de France, puisque les Juifs qui vont partir de la France du Nord vont partir d'abord vers le Dauphiné. Est-ce que je peux avoir un verre d'eau ? Oui, et notamment, vous avez une ville qui n'est pas très loin d'ici, qui est, je crois, près de Villefranche-sur-Saône, qui s'appelle Trévoux. Oui. Non, c'est dans le Rhône encore, Trévoux. Oui. Trévoux. Or, Trévoux. Trévoux, vous savez ce que ça a donné comme nom de famille ? Non. Ça a donné Dreyfus. Oh. Dreyfus, c'est pas du tout Dreyfus ou Trévoux, c'est une déformation de Trévoux. De la même manière que vous avez la famille Trèves, qui est un autre grand nom, qui n'a rien à voir avec la ville de Trèves en Allemagne, qui est en fait une déformation de Trévoux, parce que les Dreyfus, les Trèves, etc., merci beaucoup, ce sont des Juifs de la France du Nord qui sont passés par Trévoux, qui sont passés par le Dauphiné, parce qu'à l'époque, alors c'était compliqué, parce que c'est très spécial aussi politiquement, le Dauphiné, le dauphin, qui va être l'héritier de la couronne de France, s'appelle le dauphin parce que, à un moment de l'histoire, la couronne de France s'est emparée du Dauphiné et en a fait le fief du futur roi de France, comme le Pays de Galles pour le prince de Galles. Okay, c'est l'histoire. À cette époque-là, le Dauphiné, c'est déjà le fief du fils du royaume de France, mais le dauphin n'a pas forcément la même politique vis-à-vis des Juifs que le roi de France. Donc le roi de France peut expulser les Juifs et le dauphin peut les accueillir au Dauphiné. Et ensuite, ces Juifs-là vont souvent continuer jusque dans le Piémont. Et donc toujours dans le duché de Piémont-Savoie, ok. Et dans le Piémont, vous allez avoir des communautés juives, donc italianisées, mais qui continuent à suivre le rite français pour les fêtes de Ticherie jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Et c'est dans cette communauté-là que Primo Levi va grandir notamment. Alors je confirme que Trévoux est dans le département de l'Ain. Compte sur moi, je suis du département de l'Ain. Mais en fait, c'est tout proche de Lyon, du Rhône. Et on va donner cette information à Marcel Dreyfus, alors, l'origine de son nom. Il y a plusieurs origines, c'est forcément tout très bon. Il y a plusieurs orthographes aussi, il y a plusieurs orthographes. Oui, mais en général, c'est ça. En général, c'est vraiment des gens qui sont passés par là. En tout cas, ça n'a rien à voir avec un Dreyfus allemand. Bonne question. Et, pardon, les Dreyfus, ceux avec deux S avec ou un deux seul? S. Ah oui, Marcel Dreyfus tient à ces deux S. Eh oui. Alors, 2000 ans de présence, bien sûr, sur le territoire français, qu'on connaît aujourd'hui, avec des hauts et des bas. Les Juifs participent pleinement au destin du pays dans tous les domaines. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, Julien Darmon, social, culturel, économique, religieux, intellectuel, artistique, etc. Ce petit peuple qui a apporté le monothéisme, c'est ainsi qu'on le définit souvent, vous en faites aussi l'écho dans ce livre, et c'est important parce que vous nous disiez que vous avez essayé d'aborder
vous avez abordé, vous n'avez pas essayé seulement, tous les sujets et tous les domaines de prédilection dans lesquels le peuple juif a évolué, a fait évoluer aussi la France, le pays. Voilà, alors la problématique à laquelle on a fini par se heurter, c'est jusqu'à quel point la judéité des acteurs historiques est pertinente ou pas. Parce que ce qu'on voulait éviter, c'était de faire juste un catalogue de juifs, parce que les listes de juifs, ça a déjà été fait par des administrations plus compétentes que nous. Donc ça va. C'est pas terrible non plus. Donc ça, on ne voulait pas le faire, même s'il y avait la tentation, parce qu'évidemment, on avait envie de raconter, et les prix Nobel, et Cohen Canouchi, et Modiano, et bon, bref. Mais on s'est dit, au bout d'un moment, c'est pas forcément le plus intéressant. Donc, en réalité, ça dépend des époques. C'est-à-dire que c'est sûr qu'au Moyen-Âge, où là, il y a vraiment des identités très différentes, alors c'est pertinent, et en réalité, jusqu'à la Shoah, ça reste plus ou moins pertinent. La grande question s'est posée pour l'époque, pour le temps présent, où, par exemple, bon voilà, c'est sûr que pour Léon Blum, même si lui ne se définit pas comme un juif pratiquant, quoique, il y a des témoignages comme quoi, quand il était à Henri IV, il amenait sa bouffe cachère. Oui, ça, c'est Pierre Bimbaum qui le rapporte dans La République le cochon. Mais le fait est qu'il a subi des attaques antisémites, que le procès de Rion et tout l'argumentaire de Vichy sur les juifs fauteurs de guerre, c'est lié aussi à la personnalité juive de Blum. Donc, il n'y a pas de question. Quelqu'un comme Simone Veil, du fait que c'est une rescapée de la Shoah, qu'elle a été la porteuse de réformes sociétales majeures sur laquelle elle a été aussi attaquée par rapport à sa judéité. Et qu'ensuite, elle a été la première présidente du Conseil de l'Europe, si je ne me trompe, du Parlement européen, je crois toujours. Puis la présidente de la Fondation pour la mémoire de la Shoah. Donc voilà, il y a son identité juive joue un rôle dans son parcours. Après, il y en a d'autres où on peut se poser plus la question. C'est-à-dire, par exemple, les chanteurs juifs. Okay. Bon, Gainsbourg, oui, il joue de sa judéité, donc on peut en parler. Mais Jean Ferrat, il est juif, mais en réalité, il est plus c'est plus son communisme qui joue un rôle que sa judéité. Mais il a changé de nom d'ailleurs. Voilà. Il y a Joe Dassin, il s'appelle Dassin parce qu'il a un grand-père qui, quand il est arrivé à Ellis Island, qui venait d'Odessa, ils ont mal compris, ils ont écrit Dassin. Bon, il a un grand-père, j'ai fait ce que c'est là. Donc, en réalité, on a fait un article là-dessus, mais qui est problématisé, qui se pose la question, en quoi est-ce que la judéité est pertinente, en quoi est-ce que leur judéité est peut-être juste une facette du fait qu'ils savent qu'ils ne sont pas tout à fait des Français comme les autres, mais comme un Aznavour, par exemple, d'accord, où c'est ce côté qui est de l'étranger qui va s'intégrer et qui va adopter les formes culturelles du pays dans lequel il arrive, mais sans se tenir absolument tenu par un classicisme, parce qu'il s'autorise une certaine liberté par rapport à ça. Donc voilà, on a essayé de problématiser ces questions-là. Enrico Macias, par exemple. C'est moi qui ai fait l'article sur Enrico Macias. Je suis très fier de cet article. Herbert Pagani, qui a été un chanteur oublié. Voilà, alors on en parle, son passage chez Chaban-Delmas, etc. Non, Enrico Macias, si tu me permets, je me suis beaucoup amusé à faire cet article-là, mais c'est très important pour moi, Enrico Macias, déjà parce que je suis un Darmon, et donc le destin des Juifs d'Algérie, etc. Mais non, ce qui m'a frappé chez Enrico Macias, c'est il y avait une émission comme ça, chez un top à Enrico Macias, chez Marité et Gilbert Carpentier. Toute une époque où, alors c'est formidable, vous pouvez voir ça sur YouTube ou Dailymotion, où il fait un trio avec Sacha Distel et Claude François. Et où chacun reprend les tubes de l'autre, comme ça. Ils font un medley à trois, c'est formidable, c'est vraiment les années 70, l'école Pellatard, fantastique. Mais ce qui est frappant,
c'est qu'on sent bien que ce trio, il est construit, que chacun représente une facette différente de la variété de l'époque, et que Claude François, c'est le français blond, français de souche, propre sur lui, etc. Que Sacha Distel, c'est un peu la vedette américaine, et que Enrico, c'est l'oriental. Okay, donc c'est trois façons d'être français. Mais si vous regardez les origines des uns et des autres, Claude François, ok, son père est français, mais sa mère est italienne, et lui, il est né en Égypte. Et son premier tube, c'est le Naboo Twist qui est chanté moitié français, moitié arabe. Okay. Sacha Distel, c'est le neveu de Ray Ventura, c'est-à-dire que sa mère est une juive de l'Empire ottoman. Et Enrico, ok, bon, il a un accent, mais il est algérien, il est né français, de parents français. Donc le moins oriental des trois, c'est Enrico. Et pourquoi c'est intéressant? Parce que au-delà de la figure d'Enrico, ça montre comment l'arrivée des juifs qui ne sont pas du tout orientaux, des juifs maghrébins, des juifs occidentaux de l'autre rive de la Méditerranée, va faire qu'on va construire en France cette image du pied noir, de l'oriental. Il reprend la fameuse chanson L'Oriental, d'accord? On m'a surnommé l'oriental, c'est-à-dire on va construire cette identité du juif algérien qui est un français, mais qui est un français oriental, mais qui a un orient sympathique, qui fait pas peur, qui s'intègre tout en gardant son côté pittoresque, etc. Et puis en fait derrière vous avez aussi un non-dit, qui est qu'il y a un autre oriental qui ne veut pas s'intégrer, ou qu'on ne veut pas intégrer, qu'on ne veut pas voir, qu'on va mettre beaucoup plus de temps à voir, c'est l'arabe, évidemment. Donc, à travers cette anecdote de Enrico, ça donne un prisme qui permet de lire toutes les ambiguïtés de l'intégration à la française, de comment est-ce qu'on va intégrer des gens qui sont français, ou à qui on va attribuer un certain degré de francité. Et c'est assez tragique parce que Enrico, il disait encore dernièrement à la télé, on est arrivé en France, on pensait qu'on allait être accueillis comme des Français, on a été accueillis comme des étrangers. Donc voilà, c'est tout ça qu'on a essayé de montrer à travers des choses aussi anecdotiques, entre guillemets, que les chansons d'Enrico Macias, mais qui disent quelque chose de notre époque. Je vous avoue que je n'imaginais pas entendre Julien Darmon nous parler d'Enrico Macias. La constantinoise que je suis vous remercie. Darmon, c'est Darmon, Algérie, oui. Algérois, enfin oranais avant et algérois. Les Français avant. Ne pas confondre, hein. Ne pas confondre. Hein, alors, vous le disiez, vous ne vouliez pas faire un catalogue, évidemment, hein, de toutes ces personnalités juives qui ont marqué l'histoire de la France. Pour autant, il y a une iconographie qui est très riche. Je crois qu'il y a eu plus de 500 illustrations. 450. Qui sont présentes dans cet ouvrage et qui rendent l'ouvrage aussi très agréable. Avec cette encyclopédie, j'imagine que votre volonté était aussi de faire œuvre de transmission, peut-être pour les plus jeunes générations. Pas seulement, mais peut-être aussi. Alors, l'iconographie, elle avait plusieurs rôles. Elle avait d'abord, on voulait combattre un préjugé qui était qu'il n'y a pas d'histoire visuelle des Juifs, que les Juifs c'est un peuple sans image, n'importe quoi, il y a énormément de choses. Il y a énormément de documents, et ces documents, ils sont de tout type. Et ces documents, ils font partie de notre patrimoine. Je donne un exemple très rapidement, moi qui m'a marqué. Parce qu'on avait un article sur l'art des manuscrits hébraïques, d'accord, au Moyen-Âge. Et un autre article sur les collections de manuscrits hébraïques de la Bibliothèque nationale de France. Et les deux nous parlaient d'un manuscrit. On nous disait, voilà, il y a un glossaire hébreu-français qui est à la BNF. Okay, manuscrit hébreu numéro 232, je ne sais pas quoi. Donc, je dis, c'est intéressant que les deux en parlent, parce que c'est un manuscrit qui a été pillé au moment de l'expulsion des Juifs de France par Philippe le Bel, et donc a été volé dans une synagogue ou dans une yeshiva, et qui a intégré à la bibliothèque du roi. Et parce qu'ensuite la bibliothèque du roi a été intégrée aux collections de la Bibliothèque nationale. Donc déjà, c'est intéressant de se dire, voilà, il y a des manuscrits qui ont été pillés au début du XIVe siècle et qui finalement nous appartiennent à nous, puisque les manuscrits de la BNF, c'est à tous les Français. Et surtout, je me suis dit, oh, tiens, mais qu'est-ce que c'est que ce manuscrit?
Et en réalité, aujourd'hui, vous avez des outils formidables. Vous tapez manuscrit.bnf.fr, vous avez, peut-être pas la totalité, mais la grande majorité des manuscrits qui sont à la BNF, qui sont numérisés, que vous pouvez aller lire complètement gratuitement. Et moi, je tape le numéro de manuscrit, moi je me disais, bon, glossaire hébreu-français, ça doit être 2 pages, ça doit être chazeret, salade, chardal, moutarde, une liste de courses, quoi. Et bien, c'est pas du tout ça. C'est un manuscrit qui fait plusieurs dizaines de pages et qui prend tous les mots difficiles de la Bible hébraïque, à partir de Bereshit, et qui, pour chaque mot hébreu, donne la traduction en français, écrit en caractère hébraïque avec les voyelles, donc vous savez exactement comment ça se prononçait à l'époque, et avec une explication d'une petite phrase en hébreu qui explique pourquoi est-ce qu'on traduit tel mot par tel mot. Le livre est, enfin l'encyclopédie, parce que c'est vraiment une encyclopédie, est présente dans toutes les bonnes librairies, comme on dit, depuis le mois d'octobre. Hein. Oui. Comment est-il accueilli? Est-ce que vous avez, quelle sorte de retour vous avez des lecteurs et des acquéreurs de cet ouvrage? Alors, le livre est paru le 11 octobre. Oui. Et évidemment, quand il y a eu les événements du 7 octobre, bon, d'une part, on était complètement sonnés, on est tous encore complètement sonnés, surtout que ça continue dans l'horreur. Et c'est vrai que pour nos intérêts bassement économiques, on s'est dit ça va complètement plomber la promo. Et de fait, il y a eu, dans les premières semaines, on avait calé une série d'émissions sur RCJ, des conférences à droite à gauche. Bon, il y a eu beaucoup d'annulations parce que les gens nous ont dit on n'a pas le cœur à faire à parler de choses comme ça alors qu'on est dans l'ahurissement le plus total. Mais comme un malheur ne venant jamais seul et que les horreurs qu'il y a eu en Israël le 7 octobre, très vite, on a été aussi dans une explosion des discours et des actes antisémites en France. Et ben, ça a eu un effet paradoxal, et ça c'est rassurant quand même, que oui, il y a des abrutis qui vont crier mort à Israël alors qu'ils ne sont jamais sortis du 11e arrondissement de Paris, parce qu'il se passe des choses là-bas, mais il y a quand même beaucoup de gens qui, quand il se passe des choses comme ça, et en Israël et en France, se disent eh ben moi je veux comprendre. Et je veux comprendre, je vais acheter un bouquin. Et donc le livre se vend très bien, c'est-à-dire on a quand même tiré à 13 000 exemplaires, et on était en rupture de stock début décembre. Là, il y a eu une semaine où on avait un peu de mal à le trouver en librairie. La réimp est arrivée la semaine dernière. Mais parce que oui, le livre se vend très bien, parce que les gens ont envie de comprendre. Donc, c'est pour ça que nous, on fait ce métier-là. Parce que, contrairement à ce qu'on dit, les gens ne biberonnent pas que à CNews et à TPMP et aux réseaux sociaux. Mais ça, on l'avait déjà vu pendant le confinement, en fait, d'ailleurs. Hein. C'est-à-dire que la librairie, le livre français n'ont jamais fait d'aussi bons chiffres que pendant le confinement, parce que le livre, en France, c'est une valeur refuge. On reste un pays de culture, malgré tout. C'est rassurant. En tout cas, bon, je ne dis pas que c'est la majorité des gens, mais il y a quand même un socle de gens pour qui le premier réflexe quand il y a une crise, c'est d'aller chercher des bouquins pour comprendre ce qui se passe. Et on peut qu'espérer que ce livre soit dans toutes les bibliothèques et dans toutes les écoles, dans tous les CDI, dans toutes les écoles, n'est-ce pas? Ouais. Moi, je voulais juste avoir une question parce que moi, je suis enseignant et en tant qu'enseignant, on voit que la grosse difficulté qu'on a aujourd'hui, c'est de donner ou de faire lire un livre aux jeunes. Donc oui, effectivement, les générations qui sont un peu plus âgées ont facilement l'accès au livre et le refuge, c'est le livre. Mais pour les jeunes générations, est-ce qu'on aura un support un peu différent, numérique, ou quelque chose à Alors, on n'a pas fait de livre numérique, je vais vous expliquer pourquoi. Pas forcément livre, hein, mais... Sur CNews. Sur CNews. Ouais. Non, On n'est pas passé sur ces deux, on a été invités, bon, c'était trop compliqué. Non, alors... Sur France 2 Oui, oui, déjà, on est passé beaucoup à la télé. Alors, déjà, c'est un livre... déjà, nous, on a fait un gros effort et on a été aidés par la Fondation du JS français, la FMS, l'Institut de Rothschild, le CNL, Matanel, le MAGE, etc., pour faire en sorte que le livre ne soit pas à 100 €, mais soit à 50 €. Nous, c'était le critère principal parce que, on sait qu'un livre comme ça, à 100 €, personne ne va l'acheter. À 50 €,
les gens se disent « Ah, bah tiens, je pensais que ce serait 80-100 euros, à 50 euros, à 49,90, eh ben, pour le coup, je peux me le permettre et je peux me l'acheter. » Alors, ça ne veut pas dire que les gens vont le lire tout de suite, mais au moins, ils l'ont chez eux. Et déjà, si le livre est chez les gens, eh ben, c'est beaucoup plus facile et si le livre est sur la table, eh ben, les enfants peuvent y avoir accès. Vous savez, moi j'ai 4 enfants qui sont jeunes, et je dis toujours, le principe cardinal de la pédagogie, c'est de ne pas mettre des barrières dans la tête des enfants. En réalité, les enfants, ils ont une soif d'apprendre, ils ont une curiosité, et c'est nous, les adultes, qui leur disons « Non, mais ça, c'est trop compliqué pour toi, non, ça, t'es trop petit pour ça, etc. » Il faut laisser traîner les livres, il faut les laisser manipuler, il faut les laisser explorer, et même, c'est sûr qu'ils ne vont pas tout lire, mais peut-être ils vont lire la légende d'une image, mais au moins ils savent que ça existe, et ils peuvent y revenir après. Les CDI, c'est formidable. Moi, je sais que mes enfants, ils ont pesté pendant 2 mois parce que le CDI de leur école était en travaux, et quand le CDI a rouvert, c'était merveilleux. Et ils lisent des choses que je leur aurais pas forcément donné à lire. Genre, voilà, mon fils qui est en 6e me dit « Papa, mais qu'est-ce qu'il faisait exactement Mengele sur les Juifs ?» Je dis « D'où tu lis ça ?»« Ah, bah parce qu'il y a un bouquin sur les chasseurs de nazis au CDI et j'ai lu ça. » Moi, je n'aurais pas donné ça à lire, mais alors il connaît tout sur les Klaus Barbie et les Wiesenthal et tout. Bon. C'est ça la difficulté. Alors, c'est sûr que les gens ne lisent plus aujourd'hui comme il y a 20 ans. Ça, nous, on l'a vu chez Albin Michel, dans le département religion, c'est-à-dire les livres qu'on faisait avant, qui étaient des livres qui s'adressaient pas à des universitaires, mais des gens qui avaient une bonne culture générale. Ça, c'est beaucoup plus difficile à faire aujourd'hui qu'il y a 20 ans. Mais par contre, on vend toujours autant de livres, mais on vend d'autres livres. On vend des livres qui sont plus pédagogiques, qui supposent moins que les gens connaissent des choses, et en fait qui supposent que les gens ne connaissent rien. Et donc on fait un gros effort de pédagogie. Et donc là, c'est vrai, comme vous disiez tout à l'heure, nous, il a fallu qu'on torde le bras aux auteurs, parce que les auteurs, c'est des universitaires, ils partent tout de suite sur des choses inédites, et on leur disait, non, mais ça, tous les trucs que tu crois que tout le monde connaît l'histoire de l'affaire Dreyfus, non, je veux que tu me racontes, étape par étape, qu'est-ce qui s'est passé avec l'affaire Dreyfus. Pendant Vichy, je veux que tu me donnes les dates exactes, c'est quoi le statut des Juifs, c'est quoi la rafle du Veldiv, c'est quoi le commissariat général aux questions juives, c'est qui Xavier Vallat, c'est des choses, il faut les dire. Donc on a vraiment fait cet effort-là, et de faire des entrées, voilà, il y a des articles, il y a plusieurs types d'unités. Les chapitres, ils sont composés à chaque fois de plusieurs articles cadres, et ensuite chaque article cadre est accompagné d'éclairages, qui sont des articles un peu plus pointus, et à chaque fois il y a en plus des encadrés et de l'iconographie commentée, et y compris sur des choses de vocabulaire, c'est-à-dire usure, quand on parle des Juifs et l'interdit de l'usure au Moyen-Âge. Ça veut dire quoi usure exactement, comment est-ce qu'on le définit? Quand on va parler des maranes, des nouveaux chrétiens, des conversos, etc. Qu'est-ce que ça recouvre exactement ces termes? À chaque fois, on a fait comme ça des focus sur les mots. Donc on a essayé vraiment d'être le plus pédagogique possible. Et les enfants, ils arrivent à rentrer dedans, c'est-à-dire ils ouvrent dedans. Mon fils a été le premier lecteur hors Albin Michel à avoir le livre en main. Ils étaient très contents parce que j'aurais tellement cassé la tête avec ça pendant des années, parce que je faisais que ça pendant 2 ans, et donc ils me voyaient un peu stressé avec ça, donc ils étaient très soulagés de voir le livre. Mais voilà comment il a fait. Il a pris le livre, et il a regardé les images. Il a fait « Ah, j'accuse !» Ça me dit quelque chose, c'est quoi « j'accuse » Je dis, tu sais, l'affaire Dreyfus, machin, ce colonel juif qui a été accusé, Zola. Il dit, ah oui, j'en ai entendu vaguement parler à l'école, mais il y a un article dessus. Je lui dis, bien sûr, il y a un article, tu regardes, et il est allé regarder, il a commencé à regarder l'affaire Dreyfus. Pour l'instant, il n'a pas lu plus que ça, mais il a feuilleté et il a vu l'affaire Dreyfus avec déjà les portraits des gens, avec des images incroyables, parce qu'on connaît tous le dessin de Dreyfus où on brise ça, c'est connu, mais il y a un autre document qui est une photo. Il y a une photo de Dreyfus qui sort de son procès avec la haie du déshonneur. Donc il y a les soldats qui font une haie, ils ont tous le dos tourné. Et ça, c'est une photo. Terrible. Et il a 11 ans, votre fils. Mon fils, il a 11 ans. Voilà, donc, moi, j'insiste vraiment sur l'aspect pédagogique et tout à fait abordable. Ce sont des petits chapitres courts
Et c'est vrai qu'on a envie d'entrer dedans. Vraiment, moi je trouve que vous avez fait un gros effort sur le plan On a fait pédagogique. tout un travail aussi alors maintenant c'est la 6e encyclopédie qu'on fait, on fait très attention à la lisibilité, c'est-à-dire que d'un côté on a une contrainte, on veut mettre le plus possible de texte dans les pages parce que on ne peut pas avoir un livre qui fait 2000 pages, mais on fait très attention à la taille des caractères, au type de caractères, à l'interlignage pour que ce soit vraiment très très lisible. Et puis il y a des renvois, voilà, et puis les illustrations, il y a une iconographie très riche, magnifique, et qui apporte aussi beaucoup à la lisibilité de l'ouvrage. Et justement, Julien Darmon, vous évoquiez l'actualité dramatique, bien sûr, en Israël, mais partout dans le monde, puisque le peuple juif est menacé un peu partout. La France ne fait pas exception. C'est peut-être une question un peu difficile, mais comment vous voyez la continuité, la poursuite de l'histoire juive de la France? Est-ce que vous êtes, je ne sais pas si on peut dire ça, optimiste, pessimiste? Je suis raisonnablement pessimiste, au sens où, non, c'est sûr que la période est très, très compliquée. Mais ce que ce livre-là montre aussi, c'est que finalement, on s'en est toujours sorti. Je ne dis pas qu'on s'en est sorti indemne, mais qu'au final, on s'en est toujours sorti, et finalement peut-être mieux sorti qu'ailleurs. Je ne sais pas si on s'en est mieux sorti qu'ailleurs, mais il y a une spécificité. Il faut comprendre, c'est pas parce qu'on s'en est mieux sorti en France qu'aux Pays-Bas, par exemple, que c'est dû à une bienveillance de Pétain ou de je ne sais pas qui. Non, ça se saurait, contrairement à ce que certains... Parce que pour le coup, le pays où il y a eu où les Juifs ont eu le moins de problèmes, c'est l'Italie fasciste. Okay. C'est-à-dire que tant qu'il y avait Mussolini au pouvoir, Mussolini protégeait ses Juifs parce que c'était une question de souveraineté nationale. Et Pétain, c'est exactement la même chose. Arriver à négocier sur le sort des Juifs français, c'était une manière pour le gouvernement de Vichy d'affirmer sa souveraineté nationale limitée vis-à-vis de l'occupant allemand. Ce n'était pas une histoire de bienveillance. Mais surtout, la spécificité de la France, c'est que c'est le seul pays qui a plus de Juifs après la Shoah qu'avant la Shoah. C'est déjà une spécificité. Et c'est vrai que on vit depuis plusieurs décennies des temps difficiles, c'est sûr, mais en même temps, on s'en sort quand même pas mal, moi je trouve. C'est-à-dire que oui, on a connu la deuxième intifada, on a connu l'assassinat d'Ilan Halimi, on a connu Toulouse en 2012, on a connu Hypercacher et le Bataclan et ce qu'on connaît aujourd'hui, etc. Mais en même temps, si vous prenez pour le coup sur les 20 dernières années, la vie juive s'est quand même extraordinairement développée en France. Que ce soit au niveau des écoles juives, que ce soit au niveau des commerces juifs, des activités culturelles, religieuses, etc., on s'est quand même extraordinairement développé et affirmé. Et donc, je ne suis pas en train de dire que tout va bien, qu'il faut faire comme si rien ne se passait ailleurs, etc. La démographie n'est pas nécessairement beaucoup plus importante. L'ALIA est quand même... Oui. Pour des dernières années, l'ALIA a fait un bond. Oui et non. Il y a eu un pic dans les années 2012-2015. Okay, qu'il faudrait analyser. C'est-à-dire ça a été un pic, mais finalement, ce pic-là, est-ce que les dégâts ont été tellement en chiffres absolus, ou est-ce que c'est surtout des gens qui, dans les communautés, étaient très aisés et très actifs, qui sont partis d'un coup, et qu'on a eu un creux de la vague, où pendant quelques années, il n'y avait plus d'argent pour les communautés, et puis surtout, c'était surtout ça, moi, mon impression, c'est que les grands mécènes de la communauté se sont dit, il n'y a plus d'avenir pour les Juifs en France, et donc on ne donne plus d'argent pour construire des choses en France. Donc une sorte de prophétie autoréalisatrice. Moi, ce que j'observe en tant qu'acteur de la vie juive aussi, c'est que, en tout cas, avant le 7 octobre, on était passé à autre chose.
C'est-à-dire que le pic d'Alia étant passé, les gens étaient en train de se dire, finalement, on n'est pas parti, on ne va pas partir, et il y a des choses à faire en France, et on va faire des choses en France, et on réinvestit. Au niveau de la jeunesse, ça se voyait aussi. Ma femme, c'est la directrice du Centre Fleugue à Paris, donc elle s'occupe des étudiants, et c'est ce qu'on avait observé, c'est-à-dire que autant dans les années 2010, 2015, on était dans un foisonnement d'offres pour la jeunesse, et les jeunes étaient très consuméristes, c'est-à-dire on vient, on consomme ce qu'on nous propose, mais on n'est pas impliqué. Autant, depuis quelques années, surtout après le Covid, on voyait un regain de volonté d'engagement, de participation de la jeunesse. Donc là, c'est sûr qu'on s'est pris un gros coup de bambou. On est tous encore, tout simplement, voilà, on dort tous mal, on a tous moins d'énergie parce que à chaque fois qu'on ouvre notre téléphone, on se prend un coup de bambou avec des nouvelles horribles. Mais j'ai envie de dire, il ne faut pas qu'on se laisse complètement assommer parce que, non, ni Israël va disparaître, ni les Juifs de France vont disparaître. Et donc, c'est sûr qu'il faut qu'on fasse attention, c'est sûr qu'il y a des choses à faire au niveau de la sécurité, etc. Mais on ne peut pas tout miser sur la sécurité et s'enfermer dans des grottes, ou trucs, en attendant que ça passe. Parce que de toute façon, ça ne passera pas. Et que même si ça ne passe pas, ça ne doit pas nous empêcher de faire des choses. Et encore une fois, c'est aussi le message de ce livre-là, c'est de se dire, les Juifs, ils ont toujours perduré parce qu'ils ont continué à construire et à prospérer, même dans les périodes les plus sombres. Donc c'est ça qu'on doit continuer à faire. L'histoire juive de la France va se poursuivre. Oui, de toute façon, vous regardez, j'ai fait comme ça un sondage éditorial. Cette histoire de ça y est, l'histoire des Juifs en France, c'est fini, c'est un marronnier éditorial. C'est-à-dire, tous les 15 ans, vous avez une salve de livres qui vous dit ça y est, avant c'était formidable, mais c'est fini. C'est-à-dire, là, vous allez en avoir, vous en aviez au début des années 2000, mais en réalité, vous en aviez au début des années 80 après l'attentat de Copernic, etc., etc. Et puis, entre-temps, on n'a jamais cessé de faire des choses et de prospérer. Donc, continuons. Après, on verra où nous mène l'avenir, mais... Ce qui est fou, ce que rappelait le président du consistoire central tout à l'heure, Élie Korchien, c'est que 450 000 juifs en France, et il y a un pourcentage phénoménal d'actes antisémites, d'actes antireligieux plus exactement. C'est vraiment la distorsion entre ces deux chiffres qui est incroyable. Oui, mais ça c'est une constante. Mais il y a d'autres statistiques qu'il faut rappeler aussi. Notamment, il faut savoir, il y a eu une enquête de l'agence juive qui s'est dit, déjà vous savez qu'il n'y a pas de statistiques en France, donc quand on dit 450 000 ou 600 000 juifs, tu vas savoir, et puis quelle définition des juifs on prend, c'est très vague. En réalité, l'agence juive a fait des études statistiques, s'est dit combien il y aurait de personnes en France qui seraient théoriquement éligibles à la Alia au titre de la fameuse clause du grand-père, qui fait que toute personne qui a au moins un grand-parent juif ou qui a un conjoint juif peut avoir le droit à la loi du retour. En France, ça représente 1 500 000 personnes. C'est-à-dire qu'au-delà des 450 000 juifs officiels, dans lesquels on compte aussi bien les rabbins que les gens qui viennent à Kippour, au-delà de ça, il y a encore au moins 1 million de personnes qui ont un lien familial avec le peuple juif. Et au-delà de ça, vous avez plein de gens qui... on vous parle beaucoup des antisémites, mais vous avez aussi plein de gens qui se sentent un lien quelque part avec l'histoire juive, avec la culture juive, etc. Il y avait une statistique d'un professeur de la Pergola. Oui, ça je qui avait justement, il avait fait un certain nombre de statistiques, lien en Afrique, lien matrilinéaire, lien avec un grand-père, lien avec un intérêt, lien, voilà, et tout ça croisé pour arriver par pays à donner son estimation par pays, dans toute l'Europe d'ailleurs. Effectivement, c'est assez surprenant, dans le monde entier d'ailleurs aussi, assez surprenant. D'autant que sur l'antisémitisme, autant il y a une augmentation, ou je dirais plus exactement, une intensification des actes antisémites, ça c'est sûr, parce que ne serait-ce que quand vous avez un attentat comme celui de Tzara Torah, c'est de l'inouï,
Donc forcément, c'est même pas que ça multiplie, c'est qu'on passe à une autre échelle. Mais en même temps, quand vous regardez les études statistiques qui sont faites, le nombre de gens qu'on pourrait qualifier d'antisémites n'augmente pas. C'est-à-dire qu'il y a des études qui sont faites, des sondages par téléphone, par des instituts de sondage, qui posent des questions. Est-ce que vous pensez que les Juifs ont trop de pouvoir? Est-ce que vous pensez que la Shoah est un mensonge, etc. Ok, toutes les questions classiques pour détecter un antisémite, c'est des sondages qu'on fait depuis 40 ans. Numériquement, il n'y a pas plus d'antisémites aujourd'hui qu'il y a 40 ans. Ça ne veut pas dire que l'antisémitisme n'augmente pas, mais ça veut dire que l'augmentation de l'antisémitisme n'est pas forcément une augmentation du nombre d'individus qui ont des sentiments antisémites. Donc, ça dépasse largement le cadre du livre, mais ça veut dire que c'est peut-être d'autres approches qu'il faut avoir, pas forcément se focaliser sur réduire le nombre de gens qui ont des préjugés contre les Juifs, parce que ça, bon, c'est difficile. Mais, et c'est ce qu'on essaie aussi à faire avec ce livre, c'est peut-être donner moins de prise à certains fantasmes, et notamment à cette question-là. C'est-à-dire que, comme on disait au début, si la seule chose que les non-juifs entendent sur les juifs, c'est « Ah, les juifs éternelles victimes, les juifs la Shoah, les juifs les persécutions, les juifs la guerre Dreyfus, etc. » et qu'ils n'ont aucune idée de ce que c'est que des juifs en vrai, et de ce que c'est que la culture juive, qu'est-ce que c'est que l'hébreu, qu'est-ce que c'est que les artistes juifs, que « Ah, tiens, mais tu sais que telle personne que tu admires, en fait, il est juif. » Forcément, on va rester dans cette optique-là. Donc et d'ailleurs, il y a eu des initiatives là-dessus, de la part de l'Union européenne. C'est que pour la première fois, l'Union européenne a mis un projet qui était non seulement une lutte contre l'antisémitisme et pour la mémoire de la Shoah, mais pour la promotion de la vie juive. Qui était cette idée-là, justement, il faut diffuser un savoir positif sur qu'est-ce que c'est que les Juifs et le judaïsme et la culture juive et l'histoire juive. Alors en France, c'est un peu compliqué parce que les autorités françaises ne veulent pas implémenter cet aspect des directives européennes au nom de la laïcité. Oui. Donc, c'est un peu compliqué parce qu'il va falloir qu'on leur explique que, vous savez, le judaïsme ne se réduit pas à la religion juive. Moi, je dis ça avec ma barbe et ma kippa, d'accord, qu'il y a plein de juifs qui ne sont pas religieux, que l'identité juive, c'est pas que la synagogue. On déplaise à monsieur le rabbin. Mais c'est par le biais culturel, de toute façon. Alors voilà, donc il faut leur expliquer que c'est de la culture et donc c'est ce qu'on a essayé de montrer, voilà, avec des choses comme le théâtre israélite de la rue de l'Ancry, où vous aviez Paris, capitale de la culture yiddish dans l'entre-deux-guerres. J'avais une question par rapport aux sources qui nourrissent justement les articles. Est-ce que ce sont toujours des sources qui sont exclusivement académiques? Ou alors est-ce qu'il peut y avoir encore que c'est pas forcément contradictoire, mais des sources qui vont donner, par exemple, un aspect de la culture juive ou de la vie juive, mais par l'intermédiaire des livres plus religieux qui peuvent parler parfois, par l'intermédiaire de certains commentaires ou de récits. On peut avoir également une idée plus précise de la vie juive de certaines époques, par le biais des écrits juifs religieux. C'est sûr que pour ce qui est du Moyen-Âge, les responsables, c'est-à-dire les consultations rabbiniques, tu peux appeler ça une source religieuse, mais ça peut se lire comme une source historique. C'est-à-dire que quand il y a quelque chose d'assez frappant dans les tchouvot à Roche, donc dans les responsables de Rabbeinu Asher Ben Yechiel, à propos des lois sur les animaux cachers ou non cachers, il rapporte une anecdote. Vous savez peut-être que si un animal s'est fait attaquer par un prédateur, qu'il a été blessé par un prédateur, l'animal devient non cachère. Et donc, il y a une discussion là-bas sur la chasse à l'épervier. Et le Roche rapporte qu'on lui a raconté que Rabbeinu Tam, donc le petit-fils de Rachi, chassait à l'épervier avec le comte de Champagne. Et que justement, pour que la bête ne devienne pas taref non cachère, alors Rabbeinu Tam mettait des espèces de gants en métal sur les serres de son épervier pour que la bête ne blesse pas la proie. Okay.
Donc ça, c'est à la fois une source, on va dire, religieuse des devoirs rituels de la cache-route, et en même temps, ça nous donne un éclairage sur c'était quoi la vie en Champagne au XIIe siècle et la proximité entre les rabbins et la noblesse. Oui, donc en fait, les sources académiques intègrent dans tous les cas. Complètement. Et à l'inverse, ça rend pas caché un sanglier. Dans des plaies à Obélix.